Bonjour Guy Dado. Bonjour Anka. Tu as fait un bac S, tu as fait des études de pharmacie. C'est donc a priori assez loin du monde de l'intelligence artificielle et du numérique. À quel moment tu t'es intéressé à ce sujet ? Est-ce qu'il y a eu un déclic pour toi ? Effectivement, j'ai commencé mes études après un bac S, je me suis orienté vers l'industrie pharma, enfin les études de pharmacie plutôt. À l'époque, je me posais quand même la question de savoir vers quoi m'orienter, et c'est vrai que j'étais plutôt animé par les sciences de la vie, comment prendre en charge les patients. Donc j'avais le choix entre pharmacie et médecine. Pharmacie était beaucoup plus intéressant à mon sens et beaucoup plus accessible, donc je me suis orienté vers cela. Mais c'était effectivement très éloigné de la tech d'aujourd'hui. Mais en étant en industrie pharma, en étant en pharmacie et en industrie pharma, j'ai vu qu'il y avait énormément de possibilités, énormément de postes. Ça va du réglementaire à la R&D, ça va jusqu'au marketing, et tous ces postes sont accessibles aux pharmaciens. Et donc, je me suis dit que là, j'allais forcément y trouver mon bonheur, même si je pense que comme beaucoup de gens qui ont fait un bac, on n'est pas forcément certain de ce qu'on a envie de faire. Et au final, j'ai pas été déçu. Petit à petit, même si ce qui m'a toujours guidé, c'est donc cette curiosité scientifique, essayer de trouver quelque chose qui puisse être utile aux patients, en étant confronté à des vrais problèmes. J'ai quand même eu l'intuition que j'allais trouver ma réponse dans l'industrie pharma. Et donc, ce qui m'a amené petit à petit vers la tech, le développement ou l'informatique de manière un peu plus globale, ça a été vraiment anodin. Ça n'a pas été très calculé. Ça a été plutôt un parcours toujours lié à cette logique de vouloir trouver des solutions, mais d'abord pour le patient. Donc toujours dans cette logique d'être animé par trouver des solutions pour le patient, je me suis dit d'abord, pourquoi pas m'orienter vers la R&D, mais plutôt la recherche clinique. Ça me paraissait être le choix le plus logique, parce qu'en recherche clinique, c'est là où on trouve les données, on génère les données qui vont prouver l'efficacité, la sécurité des traitements qu'on utilise in fine chez les patients. J'ai été très content de découvrir ce domaine-là. Malheureusement, ce que j'ai pu réaliser, c'est qu'on est quand même assez loin du patient. On est proche de lui dans le sens où on teste les molécules chez ces patients-là, mais le rapport qu'a le médecin avec le patient est quand même très différent. Et à ce moment-là, j'ai réorienté mon parcours, toujours dans cette logique-là. Qu'est-ce qu'on peut faire pour le patient de façon efficace, trouver des solutions pour le patient. Et je me suis dit, les affaires médicales, c'est le bon endroit. Pourquoi ? Parce que on utilise ces données générées au travers de la recherche clinique pour pouvoir proposer des solutions aux médecins qui, in fine, prennent en charge les patients. Et donc là, j'y ai trouvé mon vraiment second terrain de jeu très passionnant. On a affaire à des médecins qui, au quotidien, font face à des patients qui ont des problématiques. On est tous des patients potentiels. On voit l'investissement qu'ils accordent à trouver les bonnes solutions pour leurs patients. Tout ça dans un environnement qui est très challengeant, peu de temps justement, et beaucoup de contraintes administratives. Comment dans tout cet environnement-là, ils peuvent proposer les meilleures solutions. Et en étant aux affaires médicales, c'était l'endroit parfait pour pouvoir voir justement comment trouver des solutions. Et la tech, les solutions proposées par les solutions informatiques et autres sont un autre moyen de répondre à cela, et je l'ai très vite réalisé. On a les traitements, bien évidemment, mais c'est des solutions qui peuvent s'ajouter et qui peuvent radicalement changer les choses. Voilà à peu près mon parcours. Et il y a eu un moment marquant, un projet en particulier où tu t'es dit là, je tiens un sujet qui me passionne, c'est un sujet dans lequel j'ai envie de me plonger et que j'ai envie de creuser ? Oui, il y en a eu un en particulier, et toujours dans le cadre de mon métier, je mets en place par exemple un adboard avec des médecins sur la maladie veineuse thromboembolique. Et donc je mets en place donc un événement, un adboard autour de la maladie veineuse thromboembolique. Et à l'issue de ce board, les médecins qui travaillent, qui ont pu discuter, échanger sur les recommandations qui pouvaient leur permettre d'améliorer leur pratique, font un constat simple, c'est dommage, on n'a pas ces recommandations qui nous soient facilement accessibles. Nous, dans notre quotidien, on prend en charge les patients. Comment se souvenir, ou même s'ils peuvent y arriver, mais comment avoir toujours en tête les dernières actualités, les dernières modifications des recommandations pour prodiguer le meilleur soin à leurs patients, sachant que ça change beaucoup. Ils n'ont pas une mémoire infinie non plus. On n'est pas des machines, ce qui va de soi. Et donc la solution la plus simple, même s'il y en avait beaucoup qui existaient, c'était
de mettre au format électronique tous ces documents-là. Ça ne se faisait pas forcément de manière systématique. Ça s'accompagne quand même d'un certain coût quelquefois. On a des sociétés savantes européennes qui, elles, peuvent le faire parce qu'elles ont le budget. Lorsqu'on est à l'échelle française ou autre, c'est un peu plus différent, d'autant plus que la réglementation aussi peut un peu compliquer les choses. Et donc, je me suis dit, c'est marrant. Donc, je vois dans la littérature quand même des outils qui existent, qui n'ont pas l'air très compliqués à mettre en place. Je m'y connais pas encore, mais je me dis, on peut quand même essayer de voir comment est-ce qu'on peut apporter une solution, d'autant plus que d'autres ont été mises en place par d'autres acteurs et autres. Donc pourquoi pas nous aussi apporter notre pierre à l'édifice au sein de Pfizer. Mais j'ai été confronté malheureusement à des contraintes, je pense, qui sont un peu inhérentes à ce type de projet et auxquelles d'autres ont pu faire affaire. Mais en tout cas, c'est comme ça que les choses ont commencé. Savoir qu'il y a des solutions simples qu'on peut mettre en place à des problématiques qui sont simples à résoudre, mais qui sont quand même éminemment complexes parce que elles changent du tout au tout la façon de prendre en charge les patients. Et à un moment, tu t'es dit, c'est pas suffisant de connaître la théorie et le fonctionnement théorique de ces applications et de ces outils. Il faut que j'apprenne à coder moi-même. Exactement. Sur le coup, je me suis dit, est-ce que c'est une bonne idée? Parce que je pense qu'on a tous en tête ces lignes de code, soit dans les films de science-fiction ou même quand on était au collège, un peu rebutantes ou qui ne donnent pas forcément envie. Et je me suis dit, mais bon, je vais passer outre cela parce qu'il y a un vrai objectif, apporter aux médecins de quoi leur permettre de mieux prendre en charge leurs patients, et peu importe en fait les limites. Et puis là, je me suis dit, il faut se lancer. Il y a Internet. Je vois qu'Internet, c'est un vivier mais riche d'idées où on a beaucoup de solutions disponibles en open source, des connaissances disponibles en open source. Beaucoup y ont accès, des petits génies qui de rien apprennent tout seuls à coder. Certaines deviennent des hackers, d'autres sont des hackers beaucoup plus positifs et autres. Donc je me suis dit bon, je vais m'y mettre. La connaissance est là, autant se pencher pour l'apprendre et j'ai été agréablement surpris en fait de voir à quel point la connaissance, lorsqu'on sait où trouver l'information, est si libre d'accès en fait. Je pense que ça a été le rêve de beaucoup d'universitaires ou de chercheurs ou de passionnés du domaine. Et l'info en fait est vraiment sur Internet. Il n'y a plus qu'à se pencher pour bien la trouver. Et même lorsqu'on a une difficulté, il y a une communauté qui est extra, qui peut apporter des solutions sur des forums et autres. Et je pense que c'est ce qui m'a le plus plu en fait, en essayant de trouver des solutions par moi-même, c'est de voir qu'on n'est pas tout seul en vérité. Tout est déjà là et même pour aller plus loin, il y a du soutien. T'as fait quoi comme formation? Qu'est-ce que tu donnerais comme astuce à ceux qui voudraient se lancer aussi? Alors, je sais pas si ce que j'ai fait est applicable à tous, parce qu'au final, j'y suis allé à tâtons, j'ai essayé de voir un peu quoi faire. D'abord, je me suis posé la question, quel langage de programmation utiliser? J'ai commencé par du Python. J'ai acheté un bouquin Python, je l'ai lu, je l'ai recopié pour vraiment maîtriser parce que j'y connaissais rien. Et je me suis dit, j'ai besoin d'une solution rapide, avec une interface très belle, ou même si elle n'est pas très belle, mais qui soit intuitive et facile d'utilisation pour avoir quelque chose de concret, mais très rapidement. Je sais pas pourquoi, mais j'ai fait le calcul de me dire, en cherchant d'autres solutions, j'ai découvert le langage de programmation d'Apple, qui est Swift, pour les applications iOS. Et en fait, il proposait une interface qui apparaît en fonction du code qu'on génère. Et je me suis dit, c'est parfait. J'ai pas envie de beaucoup trop me casser la tête à essayer de savoir si mon code est plein d'erreurs ou pas. Je veux tout de suite voir le résultat. Et ça a été le choix rapide pour moi. Mais c'était vraiment appliqué à ma situation. Mais traditionnellement, ce que les gens font, c'est qu'ils apprennent surtout à coder en Python. C'est le langage de programmation qui est le plus largement disponible avec énormément de solutions à tous ces problèmes-là. Mais je me suis dit, iOS, pourquoi pas? D'autant plus que j'ai aussi trouvé des cours en open source. Toujours l'open source qui change vraiment tout, de Stanford, qui permettait d'apprendre à coder de A, mais vraiment jusqu'à, j'ai envie de dire Z, mais peut-être un peu avant, parce que pour mettre sur les stores, c'est une autre affaire. Mais ils offrent quand même des cours assez complets. Et pour moi, c'était un peu la voie royale, quoi, malgré le temps que ça pouvait prendre. Et là, tu as commencé à développer l'application que tu avais en tête pour les professionnels de santé, t'y aller tout seul. Exactement, j'y suis allé tout seul. D'ailleurs, je l'ai encore sur mon téléphone, l'appli de 2019. Quand on voit les choses avec du recul, on se rend compte de à quel point en fait on peut être naïf quand on code. Mais ce qui est bien, c'est qu'on évolue avec le temps. Mais oui, je me suis lancé. Je me suis dit, en fait, mon objectif, il était assez naïf quand même à l'époque. C'était de me dire,
quand je propose la solution, quand je propose en tout cas le fait de créer une solution en interne, ça peut être compliqué parce qu'on n'a pas forcément le budget. Donc je vais montrer la facilité qu'il y a à créer ces solutions-là. Et si c'est si facile, on ne devrait pas en fait se limiter tant que cela. Mais la naïveté dans cette histoire, c'est que j'ai ignoré vraiment toutes les contraintes réglementaires qui existent et qui changent fondamentalement tout en fait. Mais je ne regrette pas du tout, au contraire. Je pense qu'il faut avoir cette naïveté-là, de se dire, peu importe les limites, on y va et on verra après. On essaiera de s'adapter à la réalité. Il vaut mieux rêver en fait au début, puis après on est confronté à la réalité et on essaie de s'y adapter. Et au fur et à mesure du développement de ton application, tu t'es rendu compte qu'il y avait certains obstacles auxquels tu faisais face et que pour surmonter ces obstacles, il fallait que tu t'intéresses à l'intelligence artificielle. Ouais. Comment ça s'est passé ? Alors là, c'est assez drôle, ça s'est fait de manière un peu hasardeuse, toujours avec l'environnement d'Apple. En fait, ils proposaient une interface pour créer des modèles de classification assez faciles. Et donc, je regarde. En fait, c'est le framework, ça s'appelle Core ML, ML pour Machine Learning, et l'utilisation est vraiment très simple. L'idée, c'est que, par exemple, si vous voulez faire de la classification d'images, il suffit de rajouter un fichier, peu importe, mais dans lequel on met une trentaine d'images, on leur donne un nom à chacune de ces images, on le donne donc à l'interface digère tout cela, et à la fin, si on redonne une nouvelle image, il vous donne le nom en fait d'une fleur, par exemple si c'est des images de fleurs. Et là, je me suis dit, d'accord, c'est si accessible que ça finalement, ça a l'air extra. J'ai fait exactement la même chose pour du texte, c'est-à-dire que j'ai fait plusieurs fichiers dans lesquels je mettais des descriptions de symptômes et je faisais correspondre à des diagnostics en fait. Et j'ai donné ça aussi au modèle qui, du coup, derrière, avec une nouvelle phrase, était capable, du coup, de me donner le diagnostic auquel ça correspondait. J'avais quand même conscience des limites parce que il suffisait d'apporter un texte beaucoup plus complexe ou vraiment qui soit différent du dataset que j'avais fourni pour que ça réponde à côté. Mais rien que ça, cette capacité à classer avec très peu d'outils, c'était extra et je me suis dit, il faut que je comprenne ce qu'il y a derrière. Et là, je commence à lire un petit peu, donc je découvre l'IA. Dans l'IA, on a le machine learning, le deep learning. Le machine learning, on va être vraiment sur des modèles mathématiques très simples. Il suffit de donner beaucoup de données et puis derrière, le modèle ajuste ses paramètres en fonction de ce qu'on a donné comme données d'entraînement. Et puis derrière, on va être capable de faire de la prédiction, de la classification, etc. Et puis petit à petit, je découvre le deep learning aussi. Mais ce que je voulais, c'était surtout pouvoir exploiter du texte en fait, parce que tout ce qu'on a en santé, c'est essentiellement des données textuelles, des données chiffrées aussi, mais c'est un peu comme ça que la magie s'est créée. On voit la simplicité qu'il y a à utiliser ces outils et de plus en plus, et je me suis dit il vaut mieux que je commence maintenant où c'est très compliqué peut-être, parce qu'à l'avenir ça va être magique quoi. Et c'est comme ça que tu as commencé à t'intéresser plus spécifiquement à la reconnaissance de texte, parce qu'on était encore dans le cadre de la construction de ton application et tu avais besoin de transformer du texte écrit sur un papier en un texte interprétable. Exact. En fait, j'ai quand même fait évoluer mon idée, c'est-à-dire que on a des recos qu'on a simplement dans l'application sous forme de texte. Vraiment rien de très compliqué, c'est de la présentation, et puis quand on a des images, on les présente aussi. Mais dans mon raisonnement, j'ai réalisé que, au final, si on pouvait mâcher le travail pour les médecins, plutôt qu'ils n'aient à lire, en fait, le contenu, qu'ils aient des espèces d'algorithmes de décision, qui soient préconstruits, et en fait, s'ils sont face à une problématique, ils ont juste à naviguer dans la catégorie qui les intéresse, et après, ils rentrent les informations petit à petit, et ça les conduit à la bonne prise en charge. Parce qu'au final, les recommandations, c'est des algorithmes géants qui sont sous forme de texte. Et je me suis dit que c'est la meilleure façon peut-être de faire gagner du temps. Et c'est toujours cette logique. Comment est-ce qu'on avance de plus en plus? Enfin, comment j'avance dans mon développement pour leur faire gagner de plus en plus de temps? Donc la finalité, c'est vraiment ça. C'est avoir un outil d'aide à la décision qui soit inspiré sur les recommandations, qui part d'une forme algorithmique, qui la transforme en outil d'aide à la décision. Sauf que faire tout ça à la main, c'est extrêmement chronophage. Ça fait gagner du temps aux médecins, mais celui qui le fait peut faire des erreurs, etc., etc. Donc, j'avais besoin du NLP, enfin, en tout cas, du traitement du langage naturel, ne serait-ce que pour essayer de faire cette transition entre ces textes bruts, les algorithmes et mon outil d'aide à la prise de décision. Et la tâche était extrêmement ardue. En fait, j'avais réussi à créer quelque chose qui était capable à partir d'un algorithme, d'en faire un outil d'aide à la prise de décision. C'est du code dur, mais la partie texte vers l'algorithmique,
c'était beaucoup plus compliqué. Le NLP était une solution. Et c'est là où ChatGPT est arrivé, en fait, tout simplement. Alors, tu as utilisé plein de termes qu'on va peut-être prendre le temps de définir. Tu as parlé de LLM, tu as parlé de NLP. Ouais. Est-ce que tu peux juste clarifier un petit peu ces termes-là? Alors, pour le NLP, donc NLP en anglais, c'est pour Natural Language Processing, donc qui est le traitement du langage naturel. Et pour faire simple, on donne en fait la capacité à des logiciels, à des ordis de comprendre du texte, d'en identifier des entités, des termes bien précis, ou d'en extraire du sens, de faire des relations, ou bien extraire aussi des sentiments. On peut aussi déterminer si le sentiment d'un texte est positif ou négatif. Et donc ça, par exemple, c'était déjà assez puissant quand même à l'époque. Imaginez, vous êtes à l'hôpital et vous travaillez en fait sur des milliers de textes. Ces textes-là sont pas forcément très bien structurés. Ce que vous pouvez faire, c'est utiliser le NLP pour identifier les symptômes, les diagnostics, les traitements mis en place, etc., etc. Et par exemple, une chose qui est faite assez couramment, c'est si on décide par exemple de faire une étude où on entraîner un modèle à partir de textes bien précis. On s'intéresse par exemple à la maladie thromboembolique veineuse, je la cite encore. On peut, à partir du NLP, essayer de trouver dans un ensemble de dossiers tous les dossiers patients qui font référence à la maladie thromboembolique veineuse. Ça, c'est un exemple. Ou même, par exemple, vous avez un texte, imaginons dans ces dossiers-là, vous avez un texte au sujet d'un patient qui doit souffrir d'une insuffisance cardiaque, et le texte indique que le patient arrive à l'hôpital, il présente un essoufflement avec une dyspnée, une douleur thoracique aiguë avec une dyspnée suite à un essoufflement. Voilà. Donc le NLP va être capable d'indiquer que la douleur thoracique et la dyspnée sont des éléments du symptomatique, et que l'effort va être l'élément déclenchant. Donc là, on arrive quand même à extraire à partir de là des éléments assez intéressants qui permettent de comprendre le texte et donc de le classifier et de travailler avec de la manière qu'on veut. Et quelle est la différence du coup avec un langage, un modèle de langage, parce que c'est finalement quelque part un peu dans le même royaume. Exactement, on est à peu près dans le même royaume, mais là on passe un cran au-dessus. Un cran au-dessus, pourquoi ? Parce que c'est en fait des modèles qui ont à peu près la même brique de base, mais là en fait ils vont quasiment digérer tout Internet. C'est presque des fichiers zip en fait de tout ce qu'on a sur Internet, et qui vont être capables en fait d'abord de compléter du texte. C'est-à-dire que vous allez lui donner un début de phrase, je sais pas, un texte de Shakespeare par exemple, et comme il y a tout le texte de Shakespeare qui est déjà dans ses données d'entraînement, il va être capable de continuer certaines phrases des textes de Shakespeare. Mais ce qu'on va faire en plus, c'est qu'on va l'entraîner de façon à être capable de répondre comme un assistant. On va lui montrer des données qui montrent clairement comment est-ce qu'il faut répondre à certaines questions, et petit à petit, il devient capable de répondre par lui-même comme un assistant. Et elle est là toute la puissance, c'est que avec le NLP, on va être capable de reconnaître, donc interpréter, comprendre le texte, sortir des termes clés, etc. Et avec le LLM, on va être capable de, si on a un document, enfin, je pense qu'on en a fait tous l'expérience, de poser véritablement des questions en langage naturel et avoir les réponses qui y correspondent. Même si en fait la façon dont ils fonctionnent est assez probabiliste, c'est-à-dire qu'ils vont vous donner la réponse la plus probable à partir de ce qu'ils ont comme connaissance du monde, donc tout Internet, et la façon dont on les a entraînés. Mais c'est pour ça d'ailleurs qu'on a toujours des réponses différentes. Si vous posez 2 fois la même question à ChatGPT ou autre, on n'aura pas toujours exactement le même wording, c'est parce qu'il a tendance à répondre de façon probabilistique. Mais malgré tout, on a quand même cette façon de répondre comme un être humain. Des fois, c'est même assez créatif, etc., quoi. Donc là, on est vraiment à un niveau au-dessus, quoi. Et donc là, tu avais tes briques, tes composants, tes ingrédients de base pour créer ton application. Ton application, tu l'as créée finalement ? Alors, est-ce qu'elle est sur ton téléphone ? Elle est sur mon téléphone, mais elle n'est que sur mon téléphone. En fait, quand ChatGPT est arrivé, j'ai tout de suite compris que aller plus loin dans mon application était peut-être pas nécessaire, dans le sens où je considérais que leur solution
résolvait un peu, était la première base en fait à la résolution de toutes les problématiques auxquelles je fais référence, et que les géants de la tech allaient s'en emparer, et que vaut mieux que ChatGPT arrive maintenant plutôt que de m'embarquer en fait dans une tonne de développement et autres. Mais je pense que j'ai un peu sous-estimé les choses, ou mésestimé en fait les choses. C'est-à-dire qu'au contraire en fait c'était le début de la possibilité des idées que j'avais en fait. Ça permettait au contraire de rendre réel. Et ça, par la suite, on le voit avec tant d'entreprises, Perplexity ou d'autres entreprises comme les Cursor, qui sont en gros des IDE, des systèmes qui créent des systèmes qui permettent de coder avec des agents et autres. Mais en fait, à l'arrivée de tous ces outils-là montre qu'en fait, il était possible d'exploiter les LLM, et que ça allait pas forcément en fait entraîner la disparition en fait de tout un tas de je sais pas d'écosystèmes autour du traitement de texte. Donc mais après voilà, il y a aussi le fait de travailler aussi au sein d'une entreprise. Je pense que ça nécessitait aussi un investissement assez important que je ne pouvais pas accorder sur mon temps personnel, et donc j'ai décidé de laisser l'outil à son stade uniquement de développement. Mais je ne sais pas, peut-être qu'un jour j'aurai peut-être la volonté d'aller plus loin. Et c'est ce qu'on va creuser dans les prochains épisodes. Merci Guy Dado. Merci Anka.